Avec ou sans parure, avec Asma Switat. Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Agadir sur le 102.4. Bioconception, bioclimatique, éco-construction, les mots ne manquent pas pour parler de construction durable. Le concept est dans l'air du temps, mais pas que. Derrière, il est question d'efficacité énergétique et de confort pour les citoyens. Seul bémol, le coût plus élevé de 2,5% à 6% en fonction des zones climatiques. Comment dépasser ce frein, le frein du coût? Comment convaincre citoyens et promoteurs du bien fondé de ce type de construction? Eh bien, c'est le débat que j'engage cet après-midi avec mes invités que je vous présente sans plus tarder. À mes côtés cet après-midi, Zakaria Sader, directeur général du cabinet Alto Eco. Donc vous êtes expert auditeur en construction durable, également enseignant dans des écoles d'architecture à l'UIR, notamment de Rabat, et à l'EAC Casablanca. Zakaria Sader, bonjour, bienvenue, toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. À mes côtés également cet après-midi, Sabri Ziadi, PDG de Mexa. Vous êtes administrateur du groupement Green Building. Sabri Ziadi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Et je vais vous demander peut-être de rapprocher le micro, comme ça on pourra bien vous entendre, vous écouter. Je recommence. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à vous. Dans le tour de table également, Mohamed Absamad Jnan, président fondateur de la société Audacia. Vous avez joué le rôle de pionnier en développant des solutions de revêtement écologique pour le secteur du bâtiment. Vous êtes ingénieur chimiste émérite et membre fondateur et administrateur du groupement Green Building. Mohamed Absamad Jnan, bonjour, bienvenue à vous. Toujours, s'il vous plaît, dans le centre du micro. Alors, rapprochez plutôt le micro vers vous. Voilà, c'est super. Allez-y, je vous en prie. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. À mes côtés également, Al-Mehdi Rahouti, directeur général d'Al-Husseiniya Real Estate. Vous êtes responsable de l'ensemble des activités immobilières du groupe, titulaire d'un master en ingénierie des technologies de l'information, de télécom. Et vous êtes membre également du GGB, donc le groupement Green Building. Mehdi Rahouti, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Maintenant qu'on connaît le tour de table, je vous propose d'écouter l'édito préparé par la rédaction. On se retrouve juste après pour vos commentaires. Il est urgent d'intégrer les enjeux environnementaux dans nos façons de faire. Cette injonction résonne de manière très forte dans le secteur de l'habitat, un secteur qui enregistre environ 36% de la consommation énergétique totale du Maroc, dont 29% pour le résidentiel et 7% pour le tertiaire. Vous l'aurez compris, le bâtiment est un secteur énergivore, le deuxième du pays après le transport. Pour autant, la révolution de la construction verte a-t-elle réellement commencé au Maroc? On en débat. Matériaux recyclables et durables, utilisation efficace des ressources, installation d'équipements écologiques, les bâtiments qui respectent les principes de l'éco-construction sont certes de plus en plus nombreux, mais ils sont encore minoritaires. Avec nos invités, membres et partenaires du groupement d'intérêt économique Green Building, on s'interrogera sur les raisons de ce retard à l'allumage. Que faut-il pour que l'éco-construction devienne un véritable argument de vente? L'organisation de la Coupe du Monde 2030 peut-elle souffler un vent de durabilité sur le secteur du BTP? Faut-il le souligner? Le pays dispose d'une réglementation thermique du bâtiment, sauf que beaucoup de promoteurs ne l'appliquent pas. C'est dire que citoyens et promoteurs restent à convaincre. Avec ou sans parure, le débat est ouvert. Sabri Ziadi, PDG de Mexa, votre réaction à l'éditorial qu'on vient d'écouter? Oui, eh bien écoutez, j'ai entendu que le train n'a pas démarré, mais je pense que c'est pas totalement vrai. Je pense que le Maroc est dans cette dynamique. Je suis pas sûr qu'on soit plus en retard que d'autres pays. Il y a un mouvement, c'est vrai qu'il n'est pas aussi important qu'on peut le voir dans d'autres pays du Nord, mais le mouvement est là, et notre proximité à ces pays... Si on se compare avec des pays au même niveau de développement que le Maroc? Oui, je pense que le Maroc est en avance. Je pense que le Maroc est en avance. Il y a vraiment une discussion qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. On le sent de plus en plus. Zakaria pourra nous en dire plus puisqu'il est directement en contact avec tous ces opérateurs qui s'intéressent à la cause. Mais moi, je sens que ça fait partie. Alors peut-être que c'est moi qui suis dans ma petite bulle, mais je sens que c'est de plus en plus une discussion. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était une discussion qui nous était rapportée par des opérateurs étrangers qui venaient investir au Maroc et qui avaient cette idée en tête. Aujourd'hui, on l'entend d'un peu partout.
Donc ça commence. C'est vrai que la réglementation thermique n'aide pas, bien c'était une très très bonne chose, mais sa non-application ne permet pas d'avancer au rythme où on aimerait, mais la discussion est en cours. Zakaria Sadir, directeur général du cabinet Alto Eco, votre réaction à l'éditorial? Alors, il y a plusieurs aspects qui ont été rappelés dans l'édito. Il y a la partie consommation de secteur du bâtiment à 36%. D'électricité, de l'énergie au Maroc, après le transport. Cette consommation, elle fait que augmenter. Et on parlait encore hier avec des acteurs publics. Peut-être dans peu d'années, le logement ou le bâtiment va dépasser le secteur du transport en termes de consommation. Il deviendra peut-être le premier et pas le deuxième secteur consommateur. Donc ça, avec l'augmentation de la population, la démographie, les besoins de confort de nos populations, l'achat des climatiseurs et autres, va faire que le bâtiment va demander de plus en plus d'énergie. Le secteur du transport, il a pris ses dispositions en termes d'efficacité énergétique. On a aujourd'hui les lignes de grande vitesse électrifiées, le parc de voitures qui est renouvelé, avec des voitures à faible consommation énergétique. Donc là, on commence à changer la tendance et donc le secteur du bâtiment deviendra encore une priorité importante pour l'économie marocaine en termes d'économie des ressources, parce qu'on dépend des énergies fossiles et importées. On développe, c'est vrai, les énergies renouvelables, mais il faut qu'on Donc, continue. quand vous comparez les deux, dans le secteur automobile, pour vous, pas automobile, transport plutôt, Oui. dans le secteur du transport, on est beaucoup plus avancé que dans le secteur du bâtiment. Oui, la technologie dans le secteur du transport, et surtout le fait qu'on exporte pas mal d'équipements de voitures, et l'engagement du Maroc en termes d'infrastructures, que ce soit les LGV ou d'autres infrastructures routières, fait qu'on arrive mieux à innover dans le secteur du transport que dans le secteur du bâtiment, parce qu'il y a peut-être moins de freins, et je pense qu'on va aborder les freins après. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le surcoût. Vous avez, dans l'édito, on parle de 2 à 6% de surcoût lié... 2,5 à 6%. Voilà, lié à l'efficacité énergétique, selon les zones climatiques. Ce surcoût peut être lié à certaines solutions technologiques ou techniques qu'on intègre. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez parlé dans l'édito du confort d'usager et aussi du surcoût. Donc il y a deux acteurs. Il y a le client, l'usager qui va acheter son appartement ou son bien, qui cherche à avoir un appartement confortable. Et il y a l'investisseur, le promoteur immobilier, qui doit répondre aux besoins de son client et donc lui offrir les meilleurs logements possibles. Mais il y a une contrainte financière. Donc il y a une pression financière sur les promoteurs. Et donc la question, c'est comment allier les attentes de l'usager avec les contraintes qu'on impose aux promoteurs. Il faut être réaliste. La RTCM, elle apporte un surcoût, et vous l'avez rappelé. Comment allier les deux de manière à trouver un bon compromis? La RTCM, c'est la réglementation, évidemment. Voilà, le règlement thermique de la construction au Maroc. Comment allier tous les acteurs pour que tout le monde trouve son compte. Et tous les acteurs, je parle également de l'État, parce qu'il y a la caisse de compensation qui est sollicitée. Il y a d'autres aspects, peut-être on va parler. Donc il y a une formule à trouver. Il y a une formule à trouver entre tous les acteurs de manière à apporter la meilleure solution pour l'ensemble des parties prenantes autour de ce sujet. Voilà. Et dernière chose, si vous permettez, il y a aussi la dernière question sur la Coupe du Monde 2030. Est-ce que ça va être un facteur aussi qui va encourager vers des infrastructures et des logements au habitat durable? Je pense que peut-être, mais nous ne devons pas attendre, je pense, ces initiatives ces événements pour s'attaquer à des urgences comme l'habitat. Mehdi Rahouti, directeur général d'Al Husseiniya Real Estate, votre réaction à l'éditorial qu'on a écouté? Alors ma première réaction, c'est pour moi, il reste quand même important de souligner le fait que le Maroc est un champion africain en construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver certaines innovations, certaines façons de faire qui sont très réputées à l'international, notamment au Moyen-Orient, mais également dans d'autres pays en Afrique, car le Maroc se positionne comme parfois un fer de lance. Tout le Maroc, tout ce qu'il a fait ces dernières années, notamment dans le logement social, peut-être aucun autre pays africain n'a réussi à le faire. Donc aujourd'hui, le Maroc, en termes de construction, reste quand même une référence. Il est même parfois enseigné. Et même notre politique sociale en termes de construction
où notre politique de construction d'une façon générale, elle est exportée, elle est même parfois adoulée et même, voilà, on vient voir. On se posera peut-être la question dans le débat plus tard si on oui, tout à fait. Un champion ou un exemple. Parce que c'est pas la même chose. Effectivement. On pourra donc le corollaire un peu à ce que j'étais en train de dire, c'est le fait que s'il y a un pays en Afrique qui doit vraiment être un peu à l'avant-garde de tout ça, et c'est bien le Maroc. Et donc je rejoins un peu ce que disait Sabri concernant donc un peu est-ce qu'on est un exemple, est-ce qu'on est meilleur que d'autres. Donc oui, effectivement on l'est. Après, il y a certaines réalités, comme celles donc qui ont été soulignées, comme le surcoût. Aujourd'hui, on le sait, il y a des contraintes économiques, sociales, il y a un certain pouvoir d'achat qui est là, il y a une inflation que nous avons tous constatée ces dernières années qui a été largement appuyée par certaines conjonctures internationales qui font qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, il est ce qu'il est, les matériaux augmentent et donc pouvoir proposer un produit à son juste prix au client final et donc à la famille marocaine pour qu'elle puisse se loger correctement, écoutez, il y a certaines réalités que l'ensemble de l'écosystème doit savoir adresser. Donc aujourd'hui, on parle de surcoût, mais réellement, c'est un écosystème. Donc, il y a les industriels, il y a l'État marocain, il y a le client final et il y a le promoteur. Et donc c'est un peu cet écosystème qui rassemble un peu ces quatre acteurs, qui doit chacun mettre un peu de... Donc votre sujet à vous, c'est... Qui doit supporter ce surcoût? Alors, c'est ça. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est une simple réaction à l'éditorial. On reviendra dans le détail sur cette question de surcoût si vous le permettez. Mohamed Abdsamad, Jnan, président fondateur de la société Audacia, votre réaction à l'éditorial? Oui. Pour ajouter à ce qui a été dit, le retard ou l'impression du retard de l'éco-construction au Maroc comparé au transport, c'est surtout le manque de pression du législateur et l'appel d'air du consommateur. Dans l'automobile, le consommateur est très averti et il est ouvert et a envie d'aller vers des produits éco-responsables et peut-être à base d'électrique. Dans le bâtiment, la problématique est un petit peu différente parce que le consommateur pense plus en termes de coûts, en termes d'économie. Et s'il n'y a pas une législation un petit peu avant-gardiste ou volontaire, les choses auront du mal à évoluer. Très bien. Alors, quand on aborde le sujet de l'éco-construction, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un foisonnement de termes qui ont pour certains comme préfixe effectivement bio. On parle de biodesign, de bioclimatique, et j'en passe. On abordera tous ces concepts évidemment, quelques-uns en tout cas plus en détail. Mais avant, je voudrais qu'on définisse ensemble, si vous le permettez, la notion d'habitat propre. Sabri Ziadi, PDG de Mexa, qu'est-ce qu'un habitat propre au sens écologique du terme? Qu'est-ce qu'on entend par cela? Écoutez, c'est exactement ce que la réglementation thermique a tenté d'aborder. C'est justement un habitat avec une faible consommation d'énergie. L'énergie est une problématique de notre siècle, et surtout pour un pays comme le Maroc qui est importateur net d'énergie fossile et qui aujourd'hui l'énergie fossile c'est elle qui constitue la majorité de l'électricité produite au Maroc. Encore, même si les choses avancent, le renouvelable avance bien, on est encore dépendant. On a des objectifs évidemment à horizon 2030-2050, ça avance, mais pour l'instant, c'est encore l'énergie fossile qui domine. Donc, un habitat propre, c'est justement un habitat qui ne consomme pas. On vous l'avait rappelé dans l'édito, c'est 36% de la consommation énergétique au Maroc va dans le bâtiment. Et Zakaria a tout à fait raison. Le bâtiment risque de passer numéro 1 devant le transport. Et c'est grave. Et donc, il faut aborder ce thème avec la gravité qui s'impose. Et en gros, c'est diminuer notre consommation énergétique. Et ce qu'il faut mentionner, c'est qu'au-delà quand on dit consommation énergétique, c'est les factures, la facture d'électricité. D'eau d'électricité, ouais, simplement. Ouais. Alors simplement, mais justement, c'est là où je voulais aller au-delà de ça, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de la chance
entre guillemets, d'avoir une énergie qui est subventionnée au Maroc. Et donc, on ne sent pas trop les effets de ce manque d'isolation qui fait qu'on consomme, parce qu'une partie de cette consommation, de cette facture est prise en charge par l'État. Et donc, l'État, comme disait Zakaria, l'État non seulement effectivement c'est subventionné, mais on va dire pour l'instant un climat assez clément, si je puis dire, par rapport à nos voisins du Nord. Alors, sur ça, je ne serais pas d'accord, parce qu'on a un climat différent, mais pas plus clément. Si eux ont des climats plus froids que le nôtre, nous, on a un climat plus chaud. Donc, la consommation énergétique concerne le chauffage, mais concerne aussi la climatisation. Donc, notre consommation énergétique dans des climatisations, elle va en augmentant et de manière exponentielle. Ça va très très vite. On voit de plus en plus de climatisation installée et donc l'isolation permet aussi une baisse. Vous savez, juste une petite parenthèse, la climatisation est un outil d'appoint. C'est un outil qui est supposé dans un local ou dans un appartement bien isolé fonctionner 1 heure par jour ou 2 heures par jour, tout au plus. Or au Maroc, et vous le savez, non seulement dans les résidences, mais aussi dans les administrations, c'est un outil qui est utilisé quasiment 24 heures sur 24. Il est allumé 24 heures sur 24 parce que normalement une pièce bien isolée. Est-ce qu'on connaît le nombre de ménages qui sont équipés en climatiseur aujourd'hui ? Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est une information que vous avez ? Non, je n'ai pas cette information, mais Mehdi de Husseiniya pourra répondre à ça, parce que les promoteurs ont de plus en plus recours aux climatisations. Ça devient de plus en plus un outil de base qu'ils doivent fournir dans leur, mais c'est clairement en augmentation. Très bien. Je reviens vers vous dans un petit moment. Mehdi Rahouti, directeur général d'Al Husseiniya Real Estate. Finalement, je vous pose la même question. Pour avoir un habitat propre, éco-responsable en bout de chaîne, qu'est-ce qu'il faut respecter comme principe ? Est-ce que tous les promoteurs immobiliers connaissent ces principes-là d'ailleurs ? Alors, non. Ce ne sont pas tous les promoteurs qui connaissent. Alors, vous savez, les promoteurs sont... Est-ce qu'on peut les citer d'ailleurs, ces principes ? Oui, bon, après, il y a des... déjà, quand on parle d'éco-responsabilité, donc on parle déjà de cahier de charges, parce qu'il y a des normes. Donc, il y a des normes... il y a la norme RTCM dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi certains promoteurs nationaux qui appliquent des normes internationales, type HQE, donc, et d'autres, LEED, etc. Donc aujourd'hui, oui, il y a des promoteurs qui appliquent les normes nationales et les normes internationales. Elles existent, elles sont là, et certains les appliquent. La problématique est que, quand on souhaite les appliquer en tant que promoteur, elles génèrent forcément un surcoût. Voilà, parce que, il faut isoler, il faut avoir un meilleur vitrage, des isolations, etc., qui font que, la facture de construction augmente. Alors, avant d'arriver au surcoût, si vous le permettez, avant d'arriver au surcoût, donc vous me dites qu'effectivement, tous les promoteurs ne connaissent pas forcément ces principes-là. Quelques-uns les appliquent, en tout cas, appliquent la réglementation marocaine et même internationale en termes de normes, etc. Mais alors, à ce moment-là, j'ai envie de vous demander la question de la climatisation. Pour vous, est-ce que effectivement vous constatez, vous en tant que promoteur, qu'on va vers une augmentation de l'installation des climatiseurs effectivement dans les bâtiments à venir et ceux que vous avez peut-être construits ces dernières années? Pour vous, c'est quelque chose qui doit s'imposer parce qu'on ira automatiquement vers une augmentation des factures d'électricité. Alors, à la question... C'est une problématique concernante pour le Marocain Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu que, alhamdoulilah, dans notre pays, on sent que, voilà, on va dire que les Marocains gagnent de mieux en mieux leur vie, d'une façon générale. Le niveau de vie au Maroc est meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans et encore meilleur qu'il y a 40 ans. Et donc, le niveau de vie des Marocains, d'une façon générale, s'améliore d'année en année. Donc, forcément, ces Marocains souhaitent s'équiper en produits qui font que, qui participent à l'amélioration de leur qualité de vie. Et parmi ces produits, oui, il y a la climatisation. Tout le monde souhaite avoir une climatisation chez lui, pour pouvoir, avoir de l'air frais en été et avoir de l'air chaud en hiver. Voilà, c'est naturel, c'est humain que de vouloir s'équiper en biens qui permettent l'amélioration de la qualité de vie. Donc ça, c'est pour vous l'associez à l'amélioration du niveau de vie. C'est une perception client. Et pas forcément un besoin. Oui, pourquoi ? Parce que, c'est aussi, donc il y a aussi un rôle peut-être d'éducation des clients, c'est que, c'est pas parce qu'on a une climatisation que notre maison sera forcément plus fraîche en été et peut-être même plus chaude en hiver. Mais
qu'il y a d'autres éléments, d'autres facteurs qui peuvent agir en conséquence. Très très bien. Zakaria Sadek, directeur général du cabinet Alto Eco. Je vous pose la même question. C'est quoi finalement le minimum syndical, si je puis dire vulgairement, pour parler d'un habitat propre, durable? Un habitat propre, durable est un habitat qui garantit pour son usager, son habitant, sa santé, donc préserver sa santé, son confort dans un second temps. Ça, c'est mes priorités, moi, chez moi, à la maison. Donc la santé d'abord et ensuite le confort de se sentir bien chez moi, de payer moins cher mon bien et ses factures, et que en tant que responsable, citoyen, que mon bien n'ait pas un impact sur l'environnement. Donc c'est les 4 priorités pour un habitat durable. Pour garantir ces 4 priorités, et par rapport à la question, est-ce que les promoteurs sont conscients de ça? En effet, il y en a quelques-uns. Mais le promoteur est considéré non sachant. Il n'est peut-être pas forcément un ingénieur, il n'est peut-être pas forcément architecte. Il fait appel à des professionnels, notamment les architectes et les ingénieurs, les entreprises de travaux, pour aboutir à ces objectifs-là, à savoir un bâtiment, ou plutôt un logement de bonne qualité sanitaire, confortable, moins cher en utilisation et respectueux de son environnement. Et donc là, c'est le premier qui doit être concerné, c'est le chef d'orchestre qui est l'architecte. Parce que c'est le premier qui dessine le premier trait. Si ce premier trait n'est pas bien pensé, il a des on parle dégâts. De la bioconception. La bioconception, voilà. Si on peut l'appeler comme ça, ou l'éco-conception, il y a plein de termes qu'on peut utiliser. Mais en tout cas, du bon sens de conception. On peut l'appeler même le bon sens de la conception, parce que il faut se mettre à la place de l'utilisateur en été, en hiver, en mi-saison, et dire lui comment il va être impacté. Le soleil, par où il va rentrer? Quelle quantité de soleil? Est-ce qu'il va avoir trop de lumière ou peu de lumière? Comment se déplacer chez lui? Donc l'architecte, il est formé pour faire ce travail-là, de se mettre à la place de l'utilisateur. Et à ce moment-là, si les choses sont pensées de manière logique et de bon sens, on va choisir la bonne taille des fenêtres, la bonne orientation du bâtiment. On ne va pas se mettre côté nord parce qu'on n'aura pas de soleil, et un bâtiment où il n'y a pas de soleil, c'est pas forcément une bonne qualité sanitaire. On va bien l'isoler. Et on va mettre aussi des équipements, peut-être, si nécessaire, notamment la climatisation, peut-être si nécessaire. Je ne vais pas les mettre parce que je vais les mettre, et c'est là où je rejoins Mehdi sur l'éducation, la sensibilisation de l'utilisateur. Et tous les utilisateurs n'aiment pas la clim. Il y en a qui ont des sensibilités de santé, et ils sont sensibles d'où toutes les bagarres sur les plateaux de bureau. Voilà. Mais il y a une chose justement sur la climatisation. La climatisation, si vous voulez, pour revenir à la question du climat, la climatisation, c'est comme vous avez... il y a un terme, on dit, voilà, on le vire par la porte, il rentre par la fenêtre. C'est quoi l'idée? C'est que la climatisation, elle fait que transporter la chaleur qu'il y a à l'intérieur d'un bâtiment, d'un habitat vers l'extérieur. Donc on prend la chaleur, on la jette à l'extérieur. C'est les machines qui sont à l'extérieur, ils chauffent souvent. Ils sont les ventilateurs qui tournent. Mais cette même chaleur, elle rentre par la fenêtre quand la fenêtre n'est pas bien isolée ou le mur n'est pas bien isolé. Donc on fait que jeter de l'argent par la fenêtre et la chaleur revient et donc c'est mauvais. Le pire encore, c'est que cette chaleur qu'on va sortir de chez nous, de mon bien, mon appartement, et l'acheter à l'extérieur qui va revenir chez moi, tous mes voisins font la même chose. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une ville où tout le monde jette la chaleur c'est comme on jette les déchets. Tout le monde jette les déchets à l'extérieur dans la rue, et la rue devient polluée. Et les déchets vont dans la nappe, et la nappe arrive dans l'eau, et voilà, on est pollué. Donc il y a une notion de responsabilité collective. Il y a une notion de ce qu'on appelle le terme technique îlot de chaleur. C'est-à-dire on est comme si on est dans une bulle, et c'est le cas de Casablanca. Il va faire de plus en plus chaud à Casablanca parce que tout le monde va prendre la chaleur chez lui, il va l'acheter à l'extérieur. On va polluer au-dessus de Casablanca parce qu'il y a un petit nuage de fumée noire, et je pense qu'on l'a tous vu un jour en venant de Noissov, en descendant vers Casa, on va une bonne couche au-dessus de Casa qui fait barrage. C'est comme un plafond de verre qui bloque la chaleur et qui rend tout Casablanca plus chaud. Alors après... Casa n'est pas tout le Maroc. N'est pas tout le Maroc, oui. Évidemment. Mais les mégapoles, et je pense que Abdessamad, on connaît très bien, beaucoup de mégapoles, New York et d'autres villes, imposent alors aux citoyens
de rafraîchir les villes. Peut-être je laisserai Saad Samad détailler ce point. Très bien. Alors justement, ça a été dit dans l'édito, la construction durable est un argument de vente aujourd'hui. En tout cas, pour certains, c'est un argument de vente, mais qui ne convainc pas assez, en tout cas les promoteurs, mais aussi les citoyens, peut-être qu'ils ne sont pas assez sensibilisés. Je vous pose la question. Avant de comprendre pourquoi ça ne convainc pas, je voudrais qu'on s'attarde sur le bénéfice pour le citoyen d'abord. Zakaria Sader nous a donné une liste de bénéfices. Il a parlé de la santé, du confort, payer moins cher l'électricité. Ensuite, l'environnement, évidemment. Ce que vous avez expliqué à la fin et qui est juste incroyable, parce que quand on comprend justement cette responsabilité commune, ça fait du sens. Mohamed Absamad Jnad, votre liste à vous, qu'est-ce qu'on devrait mettre en avant justement pour convaincre du bien fondé de l'éco-construction? Je crois qu'il y a un point qui n'est pas suffisamment pris en considération, c'est celui de la valeur du bien lui-même. On le voit en Europe aujourd'hui, on parle de passoires thermiques, et on parle de biens invendables qui se retrouvent à la charge de leurs propriétaires et qui ont du mal à les mettre à niveau sur le plan de l'efficacité énergétique pour les isoler, et en même temps ils ont du mal à s'en défaire parce que l'acquéreur n'est pas intéressé par un bien qui est considéré comme une passoire thermique. On prend un exemple. Demain, vous achetez un logement à 1 million de dirhams, vous l'utilisez pendant quelques années, et arrive le moment où la législation s'installe et on commence à parler de logements pas forcément bien isolés, et vous êtes exclu du marché de la revente. D'accord. Donc, soit vous remettez à niveau votre logement, ce qui coûte très cher. En Europe, on parle pour un logement moyen d'une facture entre 20 et 40 000 euros, ce qui revient, même avec les matériaux locaux, ça reviendra entre 100 et 200 000 dirhams par logement, ce qui est lourd en termes de rénovation. Donc je crois que la notion de l'évolution du bien lui-même et de sa valeur est à prendre en considération par les forces des choses. Ça va être vous avez cité effectivement le cas de l'Europe. En Europe, on a des crédits verts, effectivement, pour justement subventionner, si je puis dire, c'est pas des subventions, mais c'est des crédits, mais en tout cas pour encourager ce type d'investissement vers ce type de construction. Aujourd'hui, force est de constater qu'au Maroc, on n'a pas ce type de crédit. Tout à fait. Mais le Maroc n'est pas obligé de faire comme ses voisins européens. Mais la législation, quand elle va arriver, quand la taxe carbone va s'installer, quand le deal européen entre le Maroc, le deal vert entre le Maroc et l'Europe va être ratifié, il est déjà, mais il va être mis en exécution et appliqué. Le Green Deal. Forcément, les gens passeront à la caisse et devront payer. Et ça va être lourd. Alors justement, voir la réticence du marché, si je peux parler de réticence, on peut se dire que les avantages de ce type de bâtiment ne sont pas suffisamment palpables, en tout cas pour les promoteurs et pour les citoyens. Sabri Ziadi, PDG de Mexa, déjà, est-ce que pour vous les avantages ne sont pas suffisamment palpables? Et puis quelle est la proportion de ce type de bâtiment par rapport à l'ensemble des constructions? Peut-être un chiffre pour comprendre mieux vers quoi on se dirige. Écoutez, si vous permettez, je vais juste revenir un petit peu sur ce qu'a dit M. Ginel avant de répondre à votre question. Il faut comprendre pourquoi en Europe on a des crédits verts. En Europe, on a des crédits verts parce que les banques comprennent que financer un bien vert, entre guillemets, c'est aussi dans leur intérêt. Parce que le bien qui est dans leur compte est mieux valorisé, il a une meilleure résilience dans le temps, et il assure une économie à ses habitants, une économie qui va leur permettre de rembourser plus facilement leurs traites. Et donc, ça leur donne des clients qui sont beaucoup plus solvables. C'est pour ça qu'on a ça en Europe. Et pour compléter cette information, le Maroc s'intéresse à ça. Les banques marocaines, nous, dans le cadre de Green Building, on a eu l'opportunité, la chance de rencontrer différents acteurs bancaires, et toutes les grosses banques de la place sont en train de traiter le sujet. Parce qu'elles comprennent l'intérêt de mettre en place ce genre de crédit vert. Alors, on parle des crédits verts au niveau des banques, des détails. Si je comprends bien, un bâtiment éco-responsable
est un bâtiment, on va dire, qui est valorisé à plus. Bien Voilà. sûr, sa dégradation est moindre. Est-ce que là encore, parce qu'on parle d'un surcoût selon ce règlement, encore une fois, de 2,5 à 6%. En termes de valorisation, est-ce qu'on a un chiffre peut-être? Alors, on arrivera avec des chiffres. Il y a des études qui sont en train d'être menées Parce que en ce moment. peut-être que c'est ça aussi qui manque. Comprend. C'est peut-être avoir effectivement des études chiffrées avec un impact réel. Mais vous voilà. avez absolument raison. Et c'est pour ça que dans le cadre donc c'est un peu le sujet que l'on traite au sein de Green Building. Green Building, juste pour rappel, c'est un regroupement d'acteurs 100% marocains, que ce soit des industriels ou des promoteurs immobiliers. En tout cas, c'est des acteurs de l'éco. Beaucoup d'industriels, peu de promoteurs pour l'instant. On peut dire ça, mais ça a démarré avec un cœur d'industriels et petit à petit les promoteurs ont commencé à rejoindre le groupement récemment et je pense que ça va se poursuivre. C'est vrai qu'il y a toujours les leaders dans la cause et Husseiniya et Capset qui sont membres de Green Building font partie de ces leaders qui prennent le sujet de la construction éco-responsable très au sérieux, mais ça suivra. Ça suivra, si vous me permettez cette parenthèse, ça suivra parce que ça va devenir de toute façon des arguments de vente. Vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce que c'est un argument de vente? C'est clairement un argument de vente. Et quand on a deux immeubles l'un à côté de l'autre et un qui est construit par un acteur qui respecte la réglementation thermique ou qui met en avant des matériaux isolants et un autre à côté qui ne respecte pas, le consommateur final va tout de suite s'orienter. Bien sûr, on parle à isoprix. Maintenant, on reviendra sur la question du prix. Mais à isoprix, le consommateur final va bien sûr s'orienter sur le logement qui offre un meilleur confort, parce que Zakaria a absolument raison. Un des points cruciaux d'un bâtiment éco-responsable, c'est aussi l'aspect sanitaire, c'est la santé, notre propre santé, mais surtout la santé de nos enfants qui passent en général quasiment 18 ans à l'intérieur de ces logements. Donc c'est essentiel pour la partie sanitaire. Et par rapport à la proportion de ce type de bâtiment, est-ce qu'on a là encore un chiffre à partager? Alors, je pense, Zakaria aura peut-être plus de chiffres, je pense que c'est encore très faible, très très faible, mais ce qu'il faut retenir, c'est pas que ce soit faible. On est sur du 0,0 ? Oui, je saurais pas, je ne vais pas m'aventurer à des chiffres, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la croissance annuelle, elle est à 2 chiffres. Ça, c'est une certitude. Ça avance très, très vite. Alors oui, passer de 0 à 1, on fait du 100%, mais on est sur un bon trend. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Mehdi Rahouti, directeur général d'Al-Husseiniya Real Estate. Justement, je posais la question de savoir si l'éco-responsabilité était un argument de vente. Est-ce que ça l'est aujourd'hui? Est-ce que la santé, le confort, payer moins cher sa facture d'électricité, est-ce que ça parle aux citoyens marocains? Alors oui, ça parle aux citoyens marocains, mais pas à tous. Donc plus on va dire, plus le logement coûte cher, plus on monte en standing, plus la population et donc le client final qui est en face de nous comprend ce genre de choses, parce que on va dire que par la force des choses, on va dire qu'il est éduqué à cette façon de consommer. Et aussi, c'est une question de moyens. On comprend très vite que pour avoir un logement éco-responsable, forcément, il y a une facture qui s'alourdit. Et donc forcément, ce sont les populations qui sont, c'est malheureux à dire, mais c'est la réalité, qui sont les plus aisées, qui sont les plus susceptibles de consommer éco-responsable. C'est pour ça que, pour nous, l'un de nos objectifs, en tout cas en tant que membre en tant que groupement, c'est de démocratiser cette façon de consommer et donc de consommer éco-responsable. Mais du coup, comment démocratiser? Alors, comment démocratiser? C'est quoi votre projet, justement? Alors voilà, notre projet, il est très simple. C'est celui que nous soumettons à chaque fois. Donc, c'est de créer l'écosystème. On sait très bien que pour que quelque chose fonctionne, ce n'est pas quelques membres de la chaîne de valeur qui doivent participer à cette cause, mais c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, ça va de l'État marocain, en passant, donc l'État marocain, donc comment il peut aider, c'est en mettant en place la législation qui va avec. L'industrie. On a bien vu que, en l'occurrence, c'est une réglementation, mais qui n'est pas appliquée. Alors, ça sert à quoi d'avoir une réglementation, d'avoir plus de lois, si au final, ce n'est pas appliqué et vous n'avez pas forcément en face des sanctions?
Voilà, alors... Donc, on est bien d'accord que les promoteurs qui n'appliquent pas la réglementation, ils sont nombreux, on n'a qu'à faire un petit sondage, ils n'ont pas en face des sanctions, ils ne sont pas inquiétés. Alors... Pardon ? La loi prévoit les sanctions entre 15 000 et 300 000 dirhams. Zakaria Sadek, entre eux ? La loi, le règlement, excuse-moi Mehdi, le règlement de la construction au Maroc, thermique au Maroc, prévoit entre 15 000 et 300 000 dirhams de pénalité. En fait, la loi, c'est la loi 4709. Elle prévoit un ensemble de dispositifs. Elle est même super bien écrite par rapport à des lois, la loi française par exemple. Elle est très claire. Est-ce qu'un promoteur immobilier a déjà reçu une pénalité de 15 000 ou de 300 000 oui. Voilà. C'est vrai, vous avez raison. Sur le papier, c'est super bien écrit, super bien détaillé. Il y a même plusieurs dispositifs prévus. Maintenant, le seul décret qui est sorti, parce qu'il faut des décrets pour leur application, d'application, le seul décret qui est sorti, c'est la fiche d'autorisation. Ça veut dire on se limite uniquement, lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire, de remettre cette fiche. Mais on n'a aucun contrôle. En tout cas, aujourd'hui, dans la loi, c'est écrit qu'il y a un contrôle qui doit être mis en place, qu'il y a des pénalités, qu'il y a des incitations aussi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas les décrets qui... Donc il n'y a pas les décrets d'application pour le reste. Pour le reste, oui. Mais la loi 4709, si vous la sortez, il y a plusieurs articles dedans. Maintenant, sur comme toute loi qui sort, il faut l'accompagner avec un encouragement au début. Donc la carotte, donner la carotte pour que on voit son application, que les acteurs comprennent l'intérêt de cette loi et qu'est-ce qu'elle apporte comme bénéfice à l'ensemble de l'écosystème. Et après, on passe au bâton, à imposer Je pense que... Alors, la réglementation, elle est sortie quand ? Il me semble que c'était en 2009. 2009, 4709, donc en 2009. Non, mais la réglementation, c'était en 2015, il me semble. La loi 2014-2015. Voilà, oui. la loi, elle est sortie la loi 4709, elle est sortie en 2009. Le règlement thermique de la construction, il est sorti en octobre 2014. Et on avait un an, les acteurs avaient un an pour s'adapter. Donc en octobre 2015, il est devenu obligatoire. Toujours pas respecté, même le dépôt de la fiche n'a pas été respecté. En janvier 2021, les agences urbaines, à travers la plateforme Khas, a commencé à exiger cette fiche. Donc ça fait 10 ans, on va dire, que cette réglementation est dans le circuit. Oui. Elle n'est toujours pas appliquée. Donc la période dont vous parlez de la carotte, normalement, c'est Mais il n'y avait pas de carotte. En fait, il y avait une seule carotte. C'était un financement de 10 millions d'euros de l'Union européenne pour 5... il y en avait 9 projets, mais il n'y en avait que 5 qui ont été réalisés. Tout à fait. Entre 2000... pour donner un peu l'exemple. Pour montrer que c'est C'était rentable. des hôpitaux, il me semble, Alors, des établissements hôtels, scolaires, non ? Il y avait un hôtel à Marrakech, il y avait un logement à Louhda, je pense que... Mais la démarche est bonne, de donner l'exemple à travers, effectivement, des établissements du genre. Alors, excusez-moi, je voudrais juste rebondir... Mehdi Rahouti, directeur général de l'Husseiniya Real Estate. Par rapport à la RTSM, je pense, en tout cas, à mon sens, il ne faudrait pas prendre cette problématique sous cet angle. Je pense que c'est-à-dire imposer une loi, et si on s'inscrit dedans, et ben c'est très bien. Si on ne s'y inscrit pas, et ben on a une amende ou autre. Je ne pense pas que ça soit que ça puisse être la meilleure façon d'aborder cette problématique. Moi, je pense que si on veut que quelque chose fonctionne, il faut que tout le monde ait un intérêt pour que cela fonctionne. Et c'est la meilleure façon et le meilleur moyen de mieux consommer, c'est que tout le monde y trouve un intérêt. Je vous donne un exemple. Si on sort, par exemple, une loi, d'accord, enfin même pas une loi, mais on va dire un cahier de charges, de bonne gestion d'un chantier ou bien pour avoir un logement éco-responsable, et que, in fine, le promoteur ait certaines incitations qui vont avec, et donc naturellement, il va s'inscrire dans le cadre de ce décret ou de cette loi ou de ce label. Et donc, s'il s'est inscrit naturellement, et si on prend d'un autre côté le consommateur final, lui, c'est ce qu'il souhaite, un appartement éco-responsable. Donc, le client final, il aura son logement éco-responsable. Le promoteur, il aura peut-être des incitations qui vont faire que, naturellement, il va pas être le seul à supporter le surcoût. Voilà. On va voir après. Pas forcément, parce qu'il y a d'autres manières. Tout n'est pas financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour parler concret, aujourd'hui, par exemple, à Casablanca ou même dans d'autres villes, quand on respecte un certain nombre d'engagements, on a une constructibilité en plus. Par exemple, si j'ai des espaces verts dans mon projet, l'agence urbaine m'autorise à faire, par exemple, un étage en plus.
Si j'ai une composante commerciale dans mon projet, elle peut également me donner un certain pourcentage de constructibilité. Si je gère mes eaux d'une certaine manière, et donc pourquoi ne pas intégrer, par exemple, la durabilité dans ces cahiers de charges. C'est-à-dire que moi, je suis un promoteur. Si demain, je respecte un label 100% marocain de constructibilité, eh ben l'agence urbaine, au moment de l'autorisation, m'offre 5% de constructibilité de plus. Donc je peux faire. C'est ce type d'incitation que vous Exactement. demandez, on va dire. Exactement. Avoir. Tout à fait. Et donc moi, promoteur, je pourrais faire construire un peu plus, mais en contrepartie, ce sur quoi je peux m'engager, c'est de faire un logement éco-responsable sans toucher à mes prix vis-à-vis de mon consommateur final. Donc, in fine, on a des industriels marocains qui produisent marocain de chez qui je peux me sourcer. J'aurai le consommateur final qui va acheter à isoprix. Moi, promoteur, je peux construire plus et donc cet impact financier, je le résorbe. Et de l'autre côté, l'État marocain gagne, parce que il va subventionner moins d'électricité et donc tout le monde reste gagnant dans Sabri cela. Ziadi, PDG de Mexa, vous pensez quoi de ce qui vient d'être dit? Finalement, ce qu'il faut, c'est ce type d'incitation? Oui, je pense Mehdi a absolument raison. Ça s'est fait comme ça partout dans le monde. Toutes les réglementations thermiques ont été accompagnées. Après, on est sur un gouvernement, on va dire, j'imagine que si ça se fait, ça devrait passer par, je ne sais pas, par le PLF ou par autre chose, mais on est dans une période, on va dire, charnière. On est sur 3000 projets à la fois. Vous connaissez les événements qui arrivent. Le gouvernement priorise. Je ne sais pas si ce type de thématique est parmi les thématiques prioritaires du gouvernement en ce moment. Donc, je ne sais pas. Voilà, si c'est une solution, je ne sais pas si elle pourrait être appliquée, en tout cas, incessamment sous peu. Je veux juste ajouter une chose. Donc, Mehdi a absolument raison. Si on voit juste ce qui a été fait à travers le monde, toutes les réglementations thermiques, toutes, à travers le monde, ont été accompagnées d'incitations. Et l'incitation n'a pas forcément besoin. On comprend qu'on est dans un pays avec une forte pression. On a beaucoup d'ambition. Les caisses sont pas toujours pleines. Mais il y a des méthodes originales qui peuvent être utilisées. Mehdi vient d'en parler, augmenter la superficie de construction quand on respecte des lois, etc. Je pense que ce qu'a décrit Mehdi est exactement ce qui doit être fait. Et d'ailleurs, il y a des projets en cours dans ce sens. Mais je veux revenir aussi à une question que vous m'avez posée, c'est est-ce que vous avez des chiffres ? Parce que je pense que avant même de parler de tout ça démarre avec, il faut que tout le monde soit au courant. Le consommateur final doit être au courant de pourquoi on parle de ces thèmes-là. Et c'est là que le bas blesse. On n'a pas ces chiffres. On a des chiffres à l'international parce que tous les pays ont fait leurs études. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la France, si la France a mis en place sa réglementation thermique, c'est pas pour augmenter le coût de la construction. C'est parce qu'elle a tiré ses avantages par ailleurs. Pour rappel, la France a mis en place sa première réglementation thermique en 1973 au lendemain du crash pétrolier. Et elle a mis en place, et même en France, ça n'a pas été respecté. Pendant 5-6 ans, c'était une loi qui est restée. Deuxième crash pétrolier intervient en 1979. Et le gouvernement à l'époque a pris les choses et dit ok, maintenant on s'arrête, on prend les choses au sérieux, et ils ont mis en place des incitations qui ont poussé la réglementation à s'appliquer. Et depuis 1979, il y a des révisions régulières, entre 2 et 5 ans, il y a des révisions qui viennent accélérer un petit peu les performances attendues du bâtiment, et l'État s'y retrouve puisque la baisse de la consommation énergétique. Les incitations ont duré dans le temps ? Oui, elles ont pris différentes formes. Par exemple, je vous donne un exemple récent. L'Italie, qui est un peu le dernier de la classe, mais qui ne l'est plus à ce niveau-là, ou le Portugal même, on retrouve aujourd'hui des incitations extrêmement importantes. Ça va jusqu'à 90% du coût du changement d'une fenêtre. C'est quand même hallucinant. Donc toutes les réglementations thermiques ont été accompagnées de ça. Mais je reviens quand même avant ça, au préalable de ça, il faut les chiffres, il faut expliquer pourquoi. Il faut que le citoyen comprenne son intérêt. Absolument. Non, pas seulement le citoyen. Je pense que tout le monde, l'État qui est une partie prenante de cette équation, doit comprendre aussi l'intérêt. Parce qu'il y a les équipements publics, il y a les administrations aussi, les bâtiments publics. Pas que ça, mais revenons. Je pense qu'on est à 20 milliards de subventions annuelles. Si l'État, à travers une réglementation thermique efficace et ambitieuse, n'arrive à économiser que 5%, regardez ce que ça... Un problème de crédibilité. Non, mais il y gagne. Donc, et c'est pour ça qu'au sein de Green Building, on a lancé
en partenariat avec des acteurs, avec la GIZ notamment, on a lancé une étude d'impact justement pour essayer de donner des chiffres. Parce que les chiffres, nous, tout le monde connaît ces chiffres, mais en pourcentage. Mais ils ne sont pas appliqués à l'écosystème marocain. On a une réalité différente. Donc, on dit oui, mais ça, c'est des chiffres européens, ou ça, c'est des chiffres américains. Là, on est en train de sortir des chiffres marocains de notre réalité et qui pourront parler à tout le monde. Et cette étude d'impact est en cours. Et je pense que là, ce sera intéressant de parler et vous verrez que c'est assez hallucinant. Parce que c'est vrai que les chiffres qu'on avance, le pourcentage, il me semble, c'est 29%. C'est jamais les nôtres. 29%, non, par rapport à la consommation d'énergie. Dans le résidentiel, 36. Évidemment, voilà, on me dit 36, mais encore une fois, on sait pas si c'est des bâtiments, c'est quelle consommation, les bâtiments qui sont vieux de X temps, oui. Ou alors les récents qui ont été bâtis dans les années, après cette réglementation justement. Voilà, donc il nous manque beaucoup de choses parce que tout à l'heure, il me semble que Mohamed Abdessamad Jnan a parlé de la rénovation thermique qui coûte énormément cher. On n'en parle pas. Ça c'est un sujet qui n'existe pas du tout dans les débats. J'imagine parce que la facture est même la loi... Alors, Zakaria Sader, directeur général du cabinet Alto Eco. Même le règlement thermique de la construction au Maroc dont on parle, il parle que des bâtiments neufs. Il aborde pas les bâtiments existants. On n'en parle pas. Le stock qu'on a déjà. Le stock qu'on a déjà qui représente 99% du parc immobilier marocain. Ce qu'on construit comme neuf, par rapport à ce qu'on a comme existant, c'est rien. Donc, c'est-à-dire, quand on s'attaque à l'efficacité énergétique dans le neuf, on est sur un peanuts en termes voilà, c'est ça. de facture globale. Mais il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est l'exemple, si on prend encore... Mais en termes de résultats, j'entends, on n'aura pas forcément un changement radical. Enfin, en tout cas, parce qu'il y a tout l'existant. Oui, mais la logique aussi, c'est que quand vous construisez un bâtiment, un logement, vous le construisez pour plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire, la première année, si vous plantez, vous allez payer le prix... les 50 ans qui vont suivre. Par contre, un bâtiment existant, bon, il est là, c'est vrai que c'est une verrue, mais il viendra le moment pour aussi s'attaquer à l'existant et le réhabiliter. Maintenant, juste, je voulais revenir sur les dispositifs de financement ou d'incitation. Il y en a plusieurs. Madame Leila Ben Ali, la ministre de l'Énergie, avait mis l'initiative cette année sur une prime pour ceux qui économisent l'électricité chez eux. Oui. Donc, il y avait une prime pour ça. C'est des exemples qui sont assez innovants pour inciter les gens aussi d'aller, les promoteurs ou d'autres acteurs pour économiser chez eux. C'est une initiative qui avait été effectivement... Voilà. Je pense que l'idée aussi, c'était de sensibiliser plus à travers ce type de bonus, on va dire. Tout à fait, oui. L'autre élément, c'est on a déjà l'IR, l'impôt sur le revenu, où on peut récupérer les intérêts jusqu'à 10% de ce qu'on paye quand on paye un crédit à la banque. Tout à fait. Voilà. On peut utiliser aussi ce dispositif pour récompenser les bâtiments de ceux qui achètent des bâtiments durables et économiquement en énergie. C'est une procédure qui n'est pas... On va passer encore par le dispositif. Mais je pense que les solutions sont possibles. Il y a aussi les solutions nationales, l'IR, l'exemple de ce que la ministre de l'Énergie a mis en place. Il y a plein d'exemples marocains qu'on peut mettre en place. Et il y a sur quoi on peut capitaliser ailleurs, dans d'autres pays. Et après, à l'échelle mondiale, aujourd'hui, le Maroc, il est inscrit dans une politique de développement durable, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il travaille avec des bailleurs de fonds, avec des partenaires internationaux qui accompagnent le Maroc dans sa stratégie. Et il faut qu'on mette un peu plus l'axe sur l'habitat. Parce qu'on parle de transport, on parle d'énergie renouvelable qui sont subventionnées, l'eau aussi, le stress hydrique, mais peut-être aussi donner une part à l'habitat. Oui. Très bien. Mohamed Abdessamad Jnan, président fondateur de la société Audacia, voulait réagir, il me semble. Oui, tout à fait. Il y a un point sur lequel nous n'avons pas échangé, c'est celui de l'autoconstruction. Au Maroc, c'est 48% de la construction. Dans le rural, on parle de 90% en autoconstruction. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans cette logique d'autoconstruction ne sont pas forcément sensibles et intéressés par cette démarche. Il faut bien débuter quelque part, il faut bien commencer. Je crois un point important, c'est le pacte de l'exemplarité de l'État. L'État marocain est engagé à faire de la construction qui respecte l'économique, le social et l'environnement. Et ça peut être une bouffée d'oxygène, un démarrage important pour tout l'écosystème. Il y a
Juste après l'État, vous avez les promoteurs du haut standing. Viendra après le social et l'autoconstruction. Donc d'abord l'État doit donner l'exemple, ensuite le haut standing, notamment peut-être, je dis bien peut-être à travers ces incitations, qui pourront prendre d'autres formes, et ensuite on arrive à d'autres segments, à d'autres. De toute façon, c'est un processus. Le moyen standing et autres. Est-ce que à terme, un jour, on pourrait imaginer, je vous pose la question, Mehdi Rahouti, directeur général d'Al-Husseiniya Real Estate, l'économique, le volume, est-ce que un jour, à terme, on pourrait le cibler? Oui, tout à fait. Si on met en place, concerné. Bien sûr. Donc, si on arrive à mettre en place un cercle vertueux et un écosystème positif où tout le monde gagne, on peut le faire dès le mois prochain. C'est tout à fait possible. Après, oui, c'est vrai que quand on achète un logement économique à 250 000 ou 300 000 dirhams, bon, on peut comprendre qu'à l'heure actuelle, compte tenu des éléments d'aujourd'hui, il est quasiment impossible de le rendre éco-responsable, parce que l'objectif, c'est de sortir un logement qui soit habitable. C'est de compresser les coûts, c'est pas forcément de les Exactement. Les majorer. Donc, si demain on souhaite rendre cet appartement éco-responsable, il faut au minimum, vu que ce logement on répond au cahier de charges les plus basiques, il faudrait au minimum rajouter peut-être 10 ou 15% de son prix d'acquisition, chose que ces familles marocaines qui achètent ces typologies de logements n'ont pas forcément les moyens. Et donc, oui, on peut le faire si on met en place le bon écosystème où tout le monde est gagnant. On peut le faire dès le mois prochain et in fine, tout le monde sera gagnant. L'État marocain, comme l'a dit Sabri tout à l'heure, subventionne largement l'électricité au Maroc. Donc, si demain, l'État marocain subventionne moins, car les ménages consommeront peut-être 30, 40 à 50% d'électricité en moins, ça fera des gains pour elles. Les industriels marocains pourront construire localement et donc ça créera de l'emploi au Maroc. Le consommateur final, il va mieux habiter, mieux se loger, mieux faire grandir sa famille, moins payer, il aura des factures qui seront plus intéressantes. Et in fine, le promoteur marocain, au-delà de tout ça, pourra surtout proposer des choses innovantes. Proposer des nouvelles typologies de logements, des logements un peu qui seront peut-être même fer de lance pour toute l'Afrique et même, pourquoi pas, même l'exporter au-delà de ça. Et surtout, commencer à bien construire, propre, durable, pour les générations à venir. Sabri Ziadi, PDG de Mexa, je voudrais qu'on revienne au surcoût et à ce chiffre finalement que moi j'ai retrouvé dans une boîte à outils de pilotage pour projet de construction. Donc c'est un document où vous explique si vous voulez appliquer effectivement la réglementation thermique, il va falloir suivre un certain nombre d'étapes à partir de la planification, passant par la conception et puis la réalisation. Et puis c'est là où effectivement on retrouve ce 2,5-6%. Est-ce que le surcoût, est-ce qu'il est réellement plafonné à 6%? Et puis qu'est-ce qui fait que sur des constructions, on va faire du 3% peut-être ou du 2,5% en termes de surcoût, et sur d'autres, on va faire le double ou plus? Est-ce que ça, on peut l'expliquer aux citoyens, justement? Alors, effectivement, la variation du surcoût varie, mais elle varie essentiellement selon les zones climatiques. On a identifié au Maroc 6 zones climatiques. Donc, il y a des zones un peu plus tempérées où on va avoir, on aura moins besoin d'une isolation, soit d'une isolation un peu moins performante parce qu'on sera moins exposé aux intempéries. Et des régions où, par exemple, si je parle de Bni Mellal ou la Oujda, l'oriental, où les deltas sont extrêmement importants. On peut passer en une année de 5 degrés ou même de 3 degrés jusqu'à 55 degrés. Et ces variations de température imposent des matériaux beaucoup plus performants pour résister un petit peu à ce que ça peut engendrer. Mais vous savez, on parle de surcoût et c'est vrai. Je veux pas nier cette discussion. Le surcoût est important, il est là. Mais à mon sens, il faut surtout se concentrer sur les avantages que ça peut apporter. Il dépasse largement le surcoût. Maintenant, la question est de savoir comment répartir ce surcoût. Mehdi a raison, et c'est un écosystème qui doit répondre à cette problématique. Ce n'est ni au consommateur final, ni au promoteur seul, parce que tout le monde a y gagné. Le surcoût doit être réparti un peu. Parce que quand vous posez la question, par exemple, à un architecte qui vous dit
Ce surcoût-là existe, mais vous le récupérez rapidement. Enfin, je parle du citoyen, un retour sur investissement. Rapidement, on parle d'un délai maximal de 5 ans. Oui. Normalement, quand on vous dit ça, c'est censé vous rassurer, mais visiblement, ça ne parle pas encore une fois aux Marocains. Alors, c'est 5 ans parce qu'on est au Maroc et encore une fois, l'énergie est subventionnée. Mais c'est si on voit pour l'État, il est gagnant la première année parce que sa facture de subvention diminue. Et quelque chose qui me choque à chaque fois, on est au Maroc, je ne sais pas si la tendance a changé maintenant, mais le consommateur s'est toujours concentré sur les voitures diesel. Pourquoi ? Parce que la voiture diesel consomme moins. Okay. On l'entend encore un peu. On l'entend encore un peu, oui. Et elle consomme moins, et pourtant elle est plus chère que la voiture essence. Donc sur un même modèle, si on part sur le modèle diesel, donc cette réflexion, le consommateur l'a. Maintenant, la question, c'est comment l'amener au niveau du logement. Et je pense que les promoteurs ont un rôle à jouer là-dedans. C'est les promoteurs qui doivent mettre en avant cette argumentation. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le promoteur ne le met pas en avant parce qu'il ne veut pas, prendre ce surcoût. Mais certains promoteurs, et je pense que, d'ailleurs, on en a un autour de la table, certains promoteurs prennent ce surcoût et respectent la réglementation thermique et parfois vont au-delà. Et de quelle manière, et après Mehdi me corrigera, mais de quelle manière il s'y retrouve ? Parce que vous savez, quand on est justement on parle d'un écosystème, et quand on est dans un écosystème immobilier, on peut pas mettre les prix qu'on veut. Donc on peut pas, si on a un voisin qui vend à 10, on peut pas s'amuser à vendre quelque chose de similaire à 15. Donc comment fait un entrepreneur ou un promoteur immobilier comme le Husseiniya, pour mettre en place des actions et respecter des réglementations et offrir un certain confort, et un autre ne le fait pas. En fait, je pense, et Mehdi répondra, c'est que pour moi, ce que j'observe, c'est que quand un promoteur met en place ce genre d'action, il écoule son stock beaucoup plus rapidement parce qu'il a des arguments de vente beaucoup plus efficaces. Et c'est là que ça se joue. Donc effectivement, l'autre promoteur qui va pas le faire, il va vendre, sa marge va être supérieure, mais elle va être supérieure sur le coût de l'appartement, mais dans la durée, il va écouler son stock beaucoup plus lentement. Et donc, qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce qu'on c'est pas plus important d'écouler son stock et de passer à un autre projet pour un promoteur immobilier, je dis. Et je pense des gens comme le Husseiniya utilisent cette réglementation, ou en tout cas l'isolation, comme un argument de vente. Et à partir du moment où on l'utilise comme un argument de vente, on éduque aussi le consommateur final sur l'importance d'avoir une bonne fenêtre, d'avoir un bon revêtement, d'avoir une toiture. J'aimerais bien l'entendre effectivement, Mehdi Al-Houthi, par rapport au directeur général d'Al-Husseiniya Real Estate, par rapport à ce point-là. Est-ce que vous arrivez effectivement à écouler rapidement vos stocks grâce à cet argument, justement? Alors, cet argument... On entend beaucoup de citoyens se plaindre. J'entends tout ce qui se passe à côté. On a froid, on a chaud, etc. Mais de là à mettre, je sais pas, 6% c'est exactement ce point-là. Du prix de plus, je ne sais pas. C'est exactement ce point-là. C'est-à-dire que oui, nous les promoteurs, au-delà de... Vous savez, nous, notre raison d'être, ce n'est pas seulement venir construire un immeuble. Il n'y a pas qu'une logique financière derrière une raison d'être d'un promoteur. Vous savez, le Husseiniya, on fait de la promotion depuis plus de 60 ans. Et donc, il y a une image de marque qui a été construite. Il y a une confiance, même auprès de nos clients, qui a été établie. Et donc, notre raison d'être finale n'est pas uniquement financière. C'est aussi offrir, on y croit réellement, on y croit vraiment au fait qu'on peut améliorer la construction au Maroc. Mais cette construction au Maroc, ce marché-là, il fait face à certaines réalités. Aujourd'hui, oui, quand on vend du haut standing à un certain prix dans des grandes villes comme Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, une certaine typologie de clientèle comprend cela. Et donc, oui, elle est prête à mettre 5% de plus, 7%, 8%, 10%. Donc finalement, c'est un argument qui parle à la CSP+. Et j'irai même plus. Aujourd'hui, il y a même des clients qui posent la question. Est-ce qu'il y a du double vitrage? Est-ce qu'il y a une isolation thermique, acoustique, etc., etc. Et donc, si le logement ne répond pas à un certain cahier de charge qui est le leur, mais qui est, on va dire, très similaire au cahier de charge de respect de l'environnement, enfin, d'une façon internationale. Donc, ils demandent ça, et si ça ne répond pas à leurs critères, ils n'achètent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans du haut standing, par exemple à Casablanca, je vais pas dire tous les projets, mais une bonne partie des projets, ils sont déjà labellisés.
Donc encore une fois, le haut standing, c'est pas tout. Voilà, mais ça ne représente peut-être que 1 ou 2 ou 3% du marché marocain. L'idée, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est démocratiser. Parce que ces mais gens-là... entendre Sabri Ziadi, tous les promoteurs ne jouent pas forcément le jeu. Alors oui, ils ne jouent pas le jeu parce que... Ils gagneraient à être un petit peu plus courageux. Non, parce que tout simplement, alors vous savez, un promoteur, c'est un acteur économique. Il répond à un besoin. Voilà. Il a une clientèle qui a un besoin. Le promoteur répond à ce besoin en lui offrant un produit qui répond à sa clientèle. Si sa clientèle n'est pas éco-friendly, il ne fera jamais un appartement éco-friendly. Parce que sa clientèle ne comprendra jamais un logement qui va valoir 5 ou 10% de plus, elle ne le comprendra pas. Mais quand on dit un bâtiment, encore une fois, éco-friendly, c'est pas, si j'ai bien compris, c'est pas juste une étiquette. Hein. C'est d'abord quelque chose qu'on ressent tous les jours. Ah, excusez-moi, juste je termine. Oui. C'est quelque chose qu'on ressent tous les jours quand on est assis chez soi. C'est-à-dire, soit on va écouter ce qui se passe à côté, soit on va pas écouter, soit on va avoir hyper froid pendant l'hiver, soit on va le ressentir moins. Donc finalement, c'est pas juste une étiquette. Si je comprends bien, c'est d'abord une question qu'on ressent au quotidien. Tout à fait, exactement. Alors vous savez qu'au Maroc, il y a des gens qui cherchent juste à se loger, qui sont aux besoins primaires, qui est se loger. Et donc ces personnes-là. En l'occurrence, là, je vous ai parlé tout à l'heure du logement social, mais en l'occurrence, vous m'avez parlé du haut standing, mais il y a aussi le moyen. Hein. Là, bien sûr, donc j'y arrive. Un large pan de la population. Donc aujourd'hui, le haut standing au Maroc, en tout cas à Casablanca, si on parle de Casablanca, ou même des villes comme Marrakech, Tanger, Rabat, on va dire, allez, 60 à 70% du logement haut standing, mais le vrai haut standing répond généralement aux meilleures normes d'éco-responsabilité. On sent que ça commence à ruisseler vers le moyen standing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des projets de moyen standing dans des grandes villes, comme celle que je viens de citer, on commence à sentir depuis 2-3 ans que les familles marocaines sont sensibles à cela. La première question qui pose, effectivement, c'est quels sont les éléments que vous mettez en œuvre pour l'isolation acoustico-thermique, parce que moi, mon voisin d'en haut, je ne veux pas l'entendre. Oui, ça, on nous le demande aujourd'hui. On nous demande aussi, quand je mets de l'eau chaude dans ma salle de bain, je mets 30 secondes à attendre que l'eau devienne chaude, parce que ça, c'est tout le temps que met l'eau pour arriver à ma salle de bain. Et moi, ça me dérange, en tant que consommateur marocain, d'attendre 30 secondes et voir écouler 5, 10, 15, 20 litres d'eau. Et donc, est-ce que le ballon d'eau chaude est proche de ma salle de bain ou pas? Oui, on nous pose ce genre de questions. Après, de là à venir et payer son appartement à 1,1 million au lieu d'1 million, c'est là où les choses se corsent un peu plus. Certains peuvent le faire, mais moi, en tant que promoteur, je ne peux pas parier sur ça et faire 100% de logement. Vous ne pouvez pas faire le risque, c'est ça. Voilà. Et j'y arrive. Donc ça, c'est pour le moyen standing. Le risque, encore une fois. Oui, on commence à voir ça dans le moyen standing, mais c'est encore balbutiant. Mais ça arrive, on le sent. Mais dans l'économique et le social, encore une fois, les gens cherchent d'abord à se loger. Alors, Sabri Ziadi disait tout à l'heure, ou en tout cas insinuait que peut-être que ça pourrait arriver plus vite si les promoteurs étaient plus courageux. Oui. Alors vous savez, le marché marocain, tout le monde le sait, ça reste un marché de prix. Qu'on le veuille ou pas, ça reste un marché de prix. C'est-à-dire que l'une des premières questions que pose le client, c'est combien ça coûte. Très bien. Voilà. Sabri Ziadi, je vous laisse réagir rapidement, PDG de Mexa. Moi, je vais juste poser une question, mais tu ne penses pas que le promoteur a aussi ce rôle de faire passer ce message? Et je pense aujourd'hui, le promoteur, la construction, la promotion immobilière représente à peu près 40% de la construction au Maroc. Et vous avez le plus grand haut-parleur, le plus important. Vous avez un rôle faire passer ces messages-là. Et moi, la seule chose que je dis, c'est que à la fin, vous vous y retrouvez, et tu en es le meilleur exemple. On a aussi un autre promoteur, Capset, qui construit aussi dans des projets où il y a plusieurs promoteurs, et je sais que ils écoulent beaucoup plus facilement parce qu'ils mettent en avant ces arguments. C'est à celui qui va présenter le mieux l'argument, et tout le monde y gagne, parce que même le promoteur devient plus averti, tu viens de le dire. Et donc je pense que tu as dit oui, on ne dépend pas, c'est pas nous qui c'est-à-dire que on ne choisit pas nos clients, on doit s'adapter à notre client, mais je pense qu'on a une responsabilité, parce que je reviens à ce que disait Zakaria en décrivant l'éco-responsabilité, il y a un point sanitaire important.
et on parle de la santé de nos enfants. Moi, je peux te donner un exemple, on en a déjà parlé, que j'ai vécu avec mes enfants, parce que la première maison dans laquelle je me suis installé quand je me suis marié, je l'ai louée, c'était une isolation catastrophique. Mes enfants en ont souffert jusqu'à qu'on déménage, des crises asthmatiformes, etc., à cause d'une mauvaise isolation. Et je pense qu'il y a un devoir de la part des promoteurs alors bien sûr, on ne parle pas des logements économiques dans un premier temps, tu as raison, on répond d'abord à un besoin primaire. Mais dans le reste, je pense qu'il faut en parler. D'avoir du marbre dans la salle de bain ou dans la cuisine, c'est aujourd'hui encore des arguments que l'on entend, alors que vraiment, est-ce que c'est vraiment l'argument que je veux mettre en avant ? À quel besoin ou à quelle nécessité ça répond ? Très bien. Alors, juste, je voudrais revenir sur un point et rebondir sur un terme utilisé par Mehdi Rahouti. Il a parlé de vraie ostandine. Alors là encore, je pose la question à Zakaria Sader, directeur général du cabinet Alto Eco, considérant ensemble que on a fait appel à un architecte qui a conçu donc de manière durable, voilà. Donc on a fait de l'éco-design. Ensuite, on a prévu le budget on sait que c'est majoré de X, on a acheté des matériaux durables, etc. Est-ce qu'un travail d'exécution mal fait peut compromettre à la fin les résultats en termes d'isolation thermique ? Oui, il peut compromettre, il peut rendre aussi les choses encore pires que de ne pas mettre l'isolation ou l'efficacité énergétique de manière générale. On parle générale. depuis tout à l'heure d'écosystème. Est-ce qu'on a assez de bureaux d'études ? Est-ce qu'on a assez d'organismes qui vont aller effectivement vérifier tout ça ? Non. Et nous assurer ? Non, on n'a pas. Non, donc on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt et c'est là où l'opportunité elle est importante. C'est l'éco-responsabilité dans le bâtiment dont on parle. C'est pas uniquement des économies de factures chez l'État ou le confort de l'usager ou l'image des promoteurs, mais c'est également la création de l'emploi. On a encore beaucoup d'emplois à créer dans ce domaine. Et comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. C'est l'économie marocaine va être encore renforcée en adoptant ces dispositions d'efficacité énergétique, d'éco-friendly, de taxe carbone. On peut faire plein de choses qui, comme on disait au début du débat, que le Maroc continue à être exemplaire dans ces sujets-là. Pour revenir à votre question, pourquoi ça peut être pire ? Pourquoi je disais que c'est pire ? C'est parce que quand vous isolez un bâtiment, vous laissez un trou quelque part parce que la mise en œuvre, le maçon qui a travaillé ou n'a pas fait les choses bien, toute la chaleur et l'humidité qui va avec va se concentrer à cet endroit-là et ça va créer ce qu'on appelle les éléments fongiques ou de la condensation, l'humidité, et donc qui sont des champignons qui vont peut-être été la cause du non-bien-être ou les conditions sanitaires dont parlait Sabri. Oui, qui se sont répercutées sur la santé de ces enfants. Et justement, je pense que la facture peut-être que tu payes Sabri, elle est beaucoup plus importante que le coût peut-être si la maison était isolée, en tout cas rapportée sur plusieurs années. Absolument. Sans parler il y a l'aspect la non-qualité, elle a un coût. Faire la qualité, c'est bien, mais des fois, ça coûte plutôt. On parle tout à l'heure de 2,5 à 6% de faire l'efficacité énergétique, mais de ne pas le faire, ça a un coût aussi. On fait pas des économies en fait. Le coût, c'est la santé et les médicaments coûtent assez cher, la non-productivité. Pour les parents qui ont leurs enfants dans des écoles privées, qui payent très cher un jour d'absence, si on le pense, c'est de l'argent aussi. Quand vous pouvez pas envoyer votre fils ou votre enfant à l'école parce qu'il est malade le matin, parce qu'il est asthmatique ou autre, quand vous êtes obligé de quitter votre logement à Casa parce que vos enfants se sentent pas bien, vous êtes obligé de partir à l'extérieur de Casa. Donc toutes ces problématiques-là, les parents, on est confrontés à ça. Et le coût, quand on prend une calculatrice, ça coûte beaucoup plus cher que rajouter les 100 000 dirhams dans les 1 million de base. Donc cette notion-là de coût global, c'est ce qu'on appelle le coût global. Vous pouvez acheter pour revenir aussi au sujet de hot-standing, vous pouvez acheter un hot-standing avec du marbre, comme tu disais, Sabri. Un bon design, tout va bien, on est content de notre maison, mais à la fin, avoir froid, le hot standing, il y a l'isolation, pour revenir à la définition du hot standing. Il y a plusieurs définitions, je pense à la FNPI, elle a sa propre définition. Mais en tout cas, on peut se focaliser sur l'esthétique, définition. Souvent, on entend, est-ce que tel promoteur, va acheter chez lui parce qu'il a des super finitions. Mais est-ce qu'il a un super produit pour ton bien-être et la santé de tes enfants ? C'est aussi ça les questions qu'il faut se poser.
Dernière chose, pour revenir aussi au sujet des professionnels, il y a encore de la place pour des bureaux d'études comme nous Alto aujourd'hui, Alto Eco. On travaille sur plusieurs sujets depuis plusieurs années et sincèrement, on sait qu'on a encore des années devant nous. Tout à l'heure, vous avez rappelé 2030, 2050. Si on a il y a de la place à prendre. Vous étiez en train de, vous êtes. Moi, j'invite mes pas nombreux à vous positionner sur ces thématiques-là. Oui. Nous, Alto, on a une part du marché qui est pas négligeable, mais on aimerait bien que nos confrères aussi prennent une part du marché et tirer le marché vers le haut. On ne veut pas être monopoliser le marché. C'est un point sur lequel on est des fois critiqué. Oui, peut-être. Mais parce que peut-être il n'y a pas, comme on disait tout à l'heure, le courage des promoteurs. Vous le faites malgré vous. Oui, mais on a des opportunités, comme disait Mehdi, on répond à un besoin et aujourd'hui le besoin il est sur plusieurs aspects. Il y a la construction durable, il y a l'efficacité énergétique, il y a l'économie circulaire, il y a le carbone, il y a la finance. On accompagne des promoteurs, des acteurs pour avoir des financements verts. On fait des études d'impact sur les matériaux parce que toute la chaîne, pour que nous, notre métier de conseil soit fait correctement, on a besoin de travailler auprès des fabricants, d'où ma présence aujourd'hui avec le GIE, d'où travailler avec les promoteurs, travailler avec les organismes publics, avec les banques nationales et internationales, parce qu'il y a encore des maillons dans notre métier qui manquent encore. Et j'invite vraiment les acteurs dans l'ingénierie de prendre place dans ce domaine. Mohamed Abdsamad Jnan, président fondateur de la société Audacia, a écouté Zakaria Sader. On se rend compte que finalement, l'écosystème n'est pas complet, on n'est pas forcément prêt. Il y a un travail de base à faire sur ces thématiques-là. Tout à fait. On est dans avant de pouvoir convaincre sérieusement le citoyen, le consommateur. Tout à fait. Il faut que l'écosystème se forme d'abord. On est au stade embryonnaire de l'écosystème. Notre chance dans le groupement Green Building, c'est qu'on est rejoint par des industriels, par des promoteurs. Et aujourd'hui même, on a été rejoint par un nouvel arrivant, un industriel qui est intéressé par la problématique. Le législateur a son rôle dans le processus, mais les producteurs de matériaux vont trouver leur intérêt dans cet écosystème quand on va créer de l'économie d'échelle. C'est-à-dire, plus il y aura de chantiers, plus les prix seront à la baisse. Et plus il y aura de la demande, plus l'écosystème va se développer. Aujourd'hui, peut-être qu'il a la force de son maillon le plus faible, qui est la partie législation, mais je crois que notre rôle à tous, c'est d'accompagner l'administration, en l'occurrence l'AME, pour mettre en place des organes de gouvernance et de contrôle qui soient réalistes et qui soient surtout contrôlables. Je prends le cas du Moyen-Orient. Vous avez un logement sur lequel vous n'avez pas respecté le cahier de charge de l'isolation thermique. Vous ne recevez pas votre autorisation d'habiter, votre certificat, votre permis d'habiter, vous ne l'avez pas. Donc il faut que la législation s'adapte aussi à cette évolution du Très système. bien. Sabri Ziadi, PDG de Mexa, par rapport à cette question d'exécution, toujours comment assurer aux citoyens marocains que quand il a commandé un appartement ou autre éco-responsable, eh bien, au final, il doit se retrouver avec un produit éco-responsable. Comment lui assurer ça aujourd'hui ? Alors, vous me tendez une perche, c'est un sujet que je voulais absolument aborder aujourd'hui. Et pour moi, tout ça passe par la normalisation. Aujourd'hui, quand on va simplifier l'approche. Quand on va acheter des carreaux pour refaire notre salle de bain. On va recevoir un commercial. Le commercial va nous mettre en avant les avantages d'acheter ce carreau. Il est cher, mais voilà les avantages que tu as. Et on se base sur une fiche technique qu'il va nous donner. Cette fiche technique n'est rien d'autre qu'un document qui a été rempli par une personne. Et tant qu'il n'y a pas des normes à aligner ou des normes qui accompagnent ces chiffres que ce commercial va nous donner, ce n'est que des belles paroles. Et je pense qu'il y a un travail de normalisation à mettre en place pour que le consommateur final sache ce qu'il achète. Parce que on peut avoir le meilleur des commerciaux devant nous et il va nous vendre
tout ce qu'il peut, il va très bien le vendre. Mais s'il n'y a pas une réflexion scientifique derrière qui va valider son argumentation technique, on ne fait rien. Et donc moi, je pousse les donneurs d'ordre, donc que ce soit les architectes ou les promoteurs, et les bureaux d'études font déjà ce travail-là, mais quand ils lancent des achats ils doivent imposer des normes. Sinon, on se retrouve dans un marché qui n'est pas équilibré. Parce qu'un produit qui offre une certaine performance, mais qui est calculé ou qui est noté juste au stylo n'a strictement aucune signification. On doit être capable de comparer des pommes avec des pommes. Et ça, c'est revenir. Et donc ça, c'est la base, un petit peu, vous parlez de la base de cet écosystème. La normalisation fait partie de cette base que l'on doit mettre en place. Et donc, même dans ce qu'on parle de mise en œuvre, il y a des normes. Il y a des normes donc dans mon domaine, l'installation des fenêtres est normée. Limanor a fait ce travail. Maintenant, on ne l'impose pas. Tant qu'on ne l'impose pas, on n'aura pas le résultat escompté. Donc, on peut se plaindre. Donc, moi, j'ai été récemment dans un hôtel, un grand hôtel de la place, qui m'a demandé, est-ce que tu peux venir voir? C'était un ami, il m'a dit, tu peux venir voir. J'ai mis une super gamme. Et effectivement, je vous confirme, il a mis une super gamme de fenêtres. C'est une des plus chères du marché. Et on entendait les voitures passer. Il a mis un très bon vitrage, il a mis un très bon cadre, rupture de pont thermique et et en fait, c'était un problème de mise en œuvre. Donc, on peut avoir les meilleurs des matériaux, mais s'il n'y a pas des codes d'installation, ça sert à rien. Et donc, tout ça passe par la normalisation. Il faut imposer, il faut demander aux industriels, quand on fait des achats dans le cadre de la construction, il faut imposer une norme, ce qui permet d'avoir une argumentation scientifique. Très bien. Zakaria Sader, directeur général du cabinet Atoeco, c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle de thermique. Pour vous, dernière question, voilà, il y a d'autres, il y a le phonique, etc. Il y a d'autres principes de la construction éco-responsable. À part le thermique, quel est effectivement le principe sur lequel on devrait se focaliser effectivement pour broder autour de cet argument de santé du citoyen? Ou alors c'est le thermique? Non, c'est pas que le thermique. Vous avez raison. Encore une fois, on reprend la checklist que j'ai abordée tout à l'heure. Après, c'est ma propre checklist. Je pense que la majorité des personnes... Comme c'est la seule que j'ai eue, je me base dessus. Oui. Dans l'ordre, je pense que beaucoup de personnes seront d'accord. Moi, je travaille dans le domaine de l'environnement, mais pourtant, j'ai mis l'environnement dans numéro 4 dans la checklist. Mais parce qu'au fond de moi, je suis convaincu que les 4 vont ensemble. Il n'y a pas de choix à faire entre les 4. Entre la santé, le confort, le bon usage et l'environnement. On peut avoir les 4. C'est pas un luxe en fait. On peut avoir les 4, respecter l'environnement tout en étant bien dans notre santé, dans notre tête et dans notre poche. Alors en effet, il n'y a pas que la thermique. La santé, je pense que c'est Jinan, le chimiste peut en parler. Et vous savez, vous avez entendu des perturbateurs endocriniens. Oui. Voilà. C'est dans le plastique, dans les ordinateurs, dans la nourriture, des emballages qu'on consomme, dans plein de choses. Donc on est entouré de ça. Et donc ça génère des risques qui peuvent être très graves, cancer ou d'autres problématiques. Et donc ça, on va les trouver dans les finitions à l'intérieur. Donc la colle, la peinture, les isolants même, il y a des isolants qui sont cancérigènes parce qu'il y a des fibres, les isolants avec des fibres comme l'amiante. Ces fibres-là, aspirées, quand on les respire, peuvent aller dans les poumons et avoir les mêmes effets que le Covid dont on parle depuis pas mal de temps. La question de l'eau dont parlait tout à l'heure Mehdi, le temps d'attente pour que l'eau chaude arrive, dans l'eau et aussi dans la clim, il y a aussi des bactéries qu'on respire quand vous allumez votre clim dans la voiture. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle la légionellose, et aussi dans l'eau chaude quand on prend une douche, il y a une bactérie qui se développe dans des températures ambiantes standards, qui peut aller dans les poumons et avoir les mêmes effets que le Covid. Ça s'appelle légionellose. Donc il y a plein d'aspects qui sont liés qui touchent à la santé et qui rentrent dans les aspects de l'éco-responsabilité. Donc ça, il faut faire attention au choix des matériaux et donc revenir à la question des normes. Il y a des normes qu'il faut respecter en termes de polluants qui touchent à la santé des personnes.
ce qu'on appelle les CMR, c'est cancérigènes, métagènes, reprotoxiques. Donc, il y a un classement. C'est 1, 2, 3, C1, C2, C3. Est-ce que c'est dangereux pour l'homme, dangereux pour l'animal, ou dangereux ou pas dangereux? Ça, c'est des tests normés dans le monde. Donc, on revient à l'enjeu de la normalisation. Normalisation, oui. Pour la question du contrôle, de la garantie du produit, c'est-à-dire, on me vend un produit éco-responsable et il faut que c'est mon droit que mon produit soit réellement, d'acheter ce que j'ai payé, de retrouver ce que j'ai payé. Il y a des outils de contrôle. L'exemple dont parlait Sabay de la fenêtre qui, malgré sa super performance, elle laisse passer le bruit. Il y a des machines, donc nous on fait des contrôles pour des clients pour voir est-ce qu'il y a des fuites dans leur maison qui sont des fuites qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais il y a des machines pour ça, oui. Donc, résumé, comme c'est votre dernière question pour moi, je vais en profiter. Résumé, c'est allier la santé, le bien-être, l'économie financière et la durabilité, c'est possible, avec des solutions de bon sens qui passent par la programmation, comme vous l'avez appelé, faire le bon choix en termes de cahier des charges de programmation, de faire appel à un architecte formé, vous avez parlé tout à l'heure de la formation, qui est sensible, qui travaille dans le bon sens, parce que c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui qui va orienter tout le projet, qui soit sensible à l'éco-conception, de faire des choses de bon sens, d'être accompagné par un ingénieur de bon sens, formé. Finalement, c'est une question d'homme avec un grand H, oui, au-delà de l'écosystème. C'est la difficulté des bâtiments, c'est que le bâtiment, c'est un domaine de personnes et d'hommes grand H. Donc, c'est là où le taux d'erreur il est compliqué et c'est là où c'est difficile c'est plus simple de maîtriser le secteur du transport que le secteur du bâtiment. Et c'est là où votre question sur la mise en œuvre est importante parce qu'il faut former les personnes. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'opportunités économiques devant nous pour former des personnes chez nous au Maroc et créer de l'emploi, qu'on fait un travail de qualité qui répond aux besoins de notre population, qui réduit notre charge économique en termes de consommation des ressources et de compensation, qui permet de répondre aux besoins de la population des problématiques socio-économiques et de hisser le Maroc, encore une fois, comme leader dans ce domaine à l'échelle africaine et peut-être même à l'échelle mondiale. Un dernier tour de table pour clore ce débat. Mehdi Rahouti, directeur général de Husseiniya Real Estate, votre mot de la fin? Oui, alors mon mot de la fin, c'est qu'on peut y arriver. On peut y arriver avec de la volonté, du travail et la mobilisation de tous. En tout cas, nous, le Husseiniya, on est également membre de la FNP, on est membre de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Et je peux vous dire que la promotion, d'une façon générale, au-delà des problématiques d'éco-responsabilité, c'est une profession qui pâtit. Qui a pâti, qui pâtit toujours avec un certain nombre de taxes fiscales, parafiscales qui font que ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile d'être promoteur et de faire de la promotion d'une façon générale, d'autant plus que les coûts de construction, juste pour vous donner quelques chiffres que je vis en tout cas d'une façon quotidienne et que même mes homologues vivent, c'est qu'aujourd'hui, sur du haut standing par exemple, on construit à entre 20 et 25% plus cher qu'il y a 4 ans. Voilà. Aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts de l'aluminium, du verre, du cuivre, du béton, tout a augmenté. Donc aujourd'hui, un appartement qui coûtait, j'ai n'importe quoi, 100, et aujourd'hui il coûte 125 à construire. Dans le moyen standing, on est entre 15 et 20%. Et dans le logement social, on est facilement à 15%. Donc aujourd'hui, et par contre, de l'autre côté, le consommateur, peut-être par manque de... Les prix des matériaux, ils ont baissé depuis. Mais très légèrement, pas autant qu'ils n'ont augmenté. Mais ça, c'est une réalité aujourd'hui. La main-d'œuvre au Maroc coûte plus cher. Ça, je peux vous l'attester. Le Maroc a lancé des chantiers faramineux, et on en est tous fiers, mais qui fait que il n'y a pas toujours la main-d'œuvre derrière pour participer à tout ça. Nous-mêmes, on vit des chantiers. On trouve pas tous les ouvriers qu'il faut pour construire, parce que les ouvriers sont pris dans d'autres chantiers. Donc même le coût de la main-d'œuvre de construction est plus élevé. Donc on arrive vers des logements. Que ça va aller en augmentant. Oui, cela va en augmentant, mais la problématique c'est que le consommateur marocain, on va dire que son porte-monnaie n'a pas évolué aussi rapidement que tout ça. Donc il faut trouver la bonne équation entre l'augmentation de ces matériaux,
notre volonté de produire des logements plus éco-friendly, il faut mettre tout ça dans une marmite et essayer de trouver les bons ingrédients pour. Mais je suis sûr qu'on peut y croire en faisant participer l'ensemble des parties prenantes et trouver le bon écosystème par rapport à tout ça. Mohamed Absamad Jnan, président fondateur de la société Audacia, votre mot de la fin. Oui. Je crois, Valor, aujourd'hui, on a l'impression que l'éco-construction est un luxe. Demain, elle ne le sera pas et demain, ça sera une obligation. Nous sommes à la veille d'un grand chantier qui est 2030 et nous avons des donneurs d'ordre qui sont de plus en plus exigeants et c'est une occasion aussi pour tirer tout l'écosystème vers le haut. C'est vrai que vous l'avez dit, c'est une question de ressources humaines, c'est une question d'implication des industriels, c'est une question de contrôle, c'est une question d'exemplarité de l'État, des promoteurs. Le chantier est vaste, mais il faut bien démarrer quelque part. Mais je crois que dans quelques années, je suis très optimiste et dans quelques années, ça va être pratiquement la norme. Et ça sera plus un choix. Sabri Ziadi, PDG de Mexa, votre mot de la fin? Écoutez, un peu comme mon ami Samad, je suis très optimiste. Je suis un grand optimiste et je pense que le train est en marche. On avance vite. La preuve en est ce débat. Donc, Très bien. Zakaria Sader, directeur général du cabinet Alto Eco. Votre mot de la fin ou alors vous l'avez déjà dit tout à l'heure? J'ai déjà dit, mais je rejoins ce qui a été dit. On est tous pessimistes, on sait qu'il y a du travail à faire, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités devant nous. Et j'invite tous les acteurs vraiment à prendre cette opportunité et de créer des emplois verts, des emplois durables. Très bien. C'est la fin d'Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Avant de se quitter, je voudrais remercier mes invités d'avoir répondu présent. Merci à Al-Mehdi Rahouti, directeur général d'Al-Husseiniya Real Estate. Merci à Mohamed Absamad Jnan, président fondateur de la société Audacia. Merci à Sabri Ziadi, PDG de Mexa. Et merci également à Zakaria Sader, directeur général du cabinet Alto Eco. Merci également à toute l'équipe qui m'accompagne à la production. Fatem Zara Alaoui, Rizlan Zahir. Merci à Morad Lardiri à la réalisation. Tout de suite, place aux après-midi Tentation jusqu'à 18h. À 18h30, ne manquez pas le journal du luxe avec Kautar Ben Brahim. Retrouvez ensuite les nuits magiques avec Karim Alambouché. C'est de 20h à minuit. Un très bel après-midi à l'écoute de Lux Radio. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau débat dans Avec ou sans parure.